fois n'est pas coutume, je vous propose un format un petit peu différent en face cam. Je suis actuellement au Sri Lanka et donc je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu différente, une vidéo d'analyse qui permette de mieux comprendre justement ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique international. Voilà. Alors, tout d'abord, je m'adresse à toi. Oui, toi là qui me regarde. J'ai vu que tu n'as pas encore mis le pouce en l'air. Alors vas-y, tu profites, c'est en dessous, là, tout de suite. Tout ça ne te coûte rien et pour la chaîne, ça fait du bien. Vous êtes prêts? On démarre. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Vous êtes sur BRICS Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Ces derniers jours, Donald Trump s'est encore fait remarquer avec une sortie dont il a le secret. You have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS is, they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar and the standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. And they had a meeting the following day, and almost nobody showed up. They said, leave me alone. They didn't want to be tariffed to there. So it's amazing. Les BRICS sont un petit groupe qui commence gentiment à s'effacer. Bon, il faut savoir quand même que les BRICS aujourd'hui représentent à peu près 40% de l'économie mondiale. Et je ne vous parle même pas en termes de population. Mais on va revenir un petit peu plus loin que tout ça. Tout d'abord, Donald Trump avait également précisé que les BRICS avaient été créés pour contrer les États-Unis et notamment le dollar. Alors, petit paradoxe assez amusant, c'est qu'en fait, les BRICS ont été créés aux États-Unis. Et oui, tout à fait. Dans les années 2000, un financier de Goldman Sachs avait remarqué que des marchés émergents étaient particulièrement intéressants pour des investissements. En l'occurrence, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Durant ces années-là, les leaders de ces pays se sont concertés et se sont rendus compte qu'effectivement, le commerce était bien plus profitable que la guerre et ont finalement décidé de créer le groupe des BRICS. Ils ont été fondés en 2009 et rejoints en 2010 par l'Afrique du Sud, qui a donné le S de South Africa. Après le 20 janvier et l'investiture de Donald Trump, le ton a commencé tout doucement à monter entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, notamment via la suppression de l'USAID. Cette organisation étatique américaine finançait très largement des programmes contre le sida en Afrique du Sud. On ne sait pas si la bisbille est à l'origine initiée par Elon Musk, qui, je le rappelle, est né en Afrique du Sud et a été naturalisé américain. Toujours est-il que l'aide a été supprimée, Ramaphosa a réagi et de ce fait, forcément, il a fallu trouver une solution. Et là, c'est la force des BRICS qui a aidé, puisque l'Afrique du Sud a mis en place sa propre souveraineté en faisant reposer l'aide auparavant prodiguée par l'USAID par les grandes compagnies minières, sachant que l'Afrique du Sud est un pays extrêmement riche en son sous-sol. Et grâce à cela, en fait, l'argent aujourd'hui ne provient pas d'un État extérieur, mais provient plutôt des sociétés minières, généralement qui travaillent avec de grandes firmes internationales et principalement des investisseurs occidentaux. Et grâce à cela, tout simplement, ils ont pu aider à nouveau les personnes qui avaient besoin de soins par rapport au sida. Là où vraiment ça s'est corsé, c'est début de ce mois-ci, 6 et 7 juillet, sommet des BRICS à Rio de Janeiro au Brésil. À ce moment-là, on était en plein dans l'annonce des tarifs de Trump, puisqu'on arrivait à la fin du moratoire qu'il avait mis en place de 90 jours et qui avait commencé début avril. Et Trump y est allé encore de sa petite phrase en expliquant que les pays qui feraient du commerce avec les BRICS auraient droit à un tarif douanier de 10% supplémentaire par rapport à ce que lui aurait estimé. La Lula que ça n'a pas plu du tout. Effectivement, à l'origine, le sommet des BRICS devait parler de santé et d'environnement, mais le sujet principal s'est focalisé plutôt sur la dédollarisation et le remplacement des institutions internationales, comme par exemple le FMI. Ce week-end que c'est à nouveau parti en flammes avec une déclaration de Donald Trump expliquant que les BRICS sont un petit groupe qui commence doucement à s'estomper, à s'effacer, to fade away en anglais. Le truc, c'est qu'en fait, il se base sur les participations des différents pays au sommet des BRICS à Rio, sachant que, d'une part, Vladimir Poutine n'a pas pu venir étant donné qu'il a un mandat d'arrêt international de la CPI, Xi Jinping n'était pas non plus présent, et le
président iranien Massoud Pezeshkian non plus, étant donné la crise avec l'Israël qui a eu lieu très récemment. Suite à cela, que s'est-il passé? Tout simplement, Lula, une fois, a de plus réagi en expliquant très simplement sur X, ce n'est pas un gringo qui va donner des ordres au Brésil. Faire une petite pause et vous annoncer que dès à présent, vous pouvez aussi nous rejoindre sur X. Effectivement, on a ouvert une chaîne où on publie tous les jours en anglais pour de l'international, mais vous pouvez traduire dans votre langue. N'hésitez pas parce qu'on publie à peu près sur tout, pas que de l'économie et de la géopolitique, mais également la culture, l'art de vivre des différents pays des BRICS. Et je rappelle que les BRICS, ce n'est pas que 5 pays. Les BRICS plus sont eux 10 pays, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais également Égypte, Éthiopie, Iran, Émirats arabes unis et, depuis le début de cette année, l'Indonésie. Il y a également les BRIC Partners, dont par exemple la Thaïlande ou la Malaisie, les tigres du Sud-Est, ou bien encore des pays d'Afrique qui vraiment sortent leur épingle du jeu, comme l'Ouganda ou le Nigeria. Le Nigeria étant l'un des plus riches pays d'Afrique, ou même encore des pays d'Amérique du Sud, comme la Bolivie. Pour le coup, je dois bien avouer que je n'étais pas super emballée, sachant au début de l'année que c'était Lula qui prenait la présidence des BRICS. Mais pour le coup, ici, il faut vraiment saluer la souveraineté du Brésil qui ne s'est pas laissé faire. D'ailleurs, au passage, Trump a gentiment envoyé une lettre à Lula lui indiquant que dorénavant, son pays bénéficierait gracieusement de tarifs douaniers de 50%. On sait bien entendu que rajouter la moitié du prix sur des produits, c'est totalement impossible pour n'importe quel pays. On se souvient d'ailleurs, et c'est aussi l'une des forces des BRICS, on se souvient de la guerre des tarifs qui a eu lieu en avril entre la Chine et Donald Trump, où ça a été du tigui-digui-digui qui va mettre le plus haut tarif, avec un score final de 145% côté américain contre 125% côté chinois. Effectivement, ils sont arrivés à un moratoire suite à des négociations à Genève. Aujourd'hui, où en est-on? Je crois qu'à peu près personne ne le sait, ni côté chinois, ni côté administration américaine. Cet enregistrement se fait dans les conditions du direct, donc ne m'en veuillez pas pour les bruits. J'ai pris le micro pour éviter un maximum de dérangement. Mais voilà, c'est la vie et justement, c'est ça aussi qui fait que les vidéos YouTube peuvent être beaucoup plus intéressantes que quand elles sont générées par une IA. Une deuxième chose qui pose beaucoup de problèmes et qui pose beaucoup de tensions entre les États-Unis et les BRICS, c'est tout simplement les organisations internationales. Aujourd'hui, vous avez des organisations internationales, des institutions comme par exemple le FMI. Et là, c'est un exemple parfait, puisque, comme je vous l'ai dit, je me trouve actuellement au Sri Lanka. Le Sri Lanka est un pays qui est sous la coupe du FMI depuis les heurts qui ont eu lieu il y a quelques années. Suite à cela, on constate une chose. D'une part, le pays essaye de se donner un air occidental, mais y arrive très difficilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne mise pas sur la population, on mise sur les finances. Et c'est là justement la grosse différence avec des pays BRICS qui, eux, veulent miser plutôt sur l'humain, les traditions. Je rappelle par exemple qu'en Russie, vous avez le visa idéologique. Pourquoi? Parce que la Russie tient à ses traditions. C'est la même chose en Inde. Moi, j'habite en Inde depuis plusieurs années. Là, c'est un voyage pour le boulot. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'en Inde, la famille est primordiale. La caste, mais et surtout la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'Occident et qu'on ne retrouve plus aux États-Unis. Et là, justement, il y a une confrontation, un choc des cultures. Et pour en revenir au FMI, je vous donne un simple exemple. Ici, au Sri Lanka, en ce moment, la nuit se couche aux alentours de 18h, 18h30. Enfin, le soleil, se couche aux alentours de 18h, 18h30. À partir de cette heure-là, si vous sortez en pleine nuit, par exemple, vous rentrez du restaurant, eh bien, vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans être abordé à minima 2 fois par des personnes qui mendient. Mais qui ne mendient pas pour mendier, qui mendient pour manger. Et ça, c'est là où il y a toute la différence. Pour contrecarrer justement ce FMI, ce Fonds monétaire international, les BRICS ont fondé, il y a déjà de cela quelques années, la New Development Bank, qui se trouve justement au Brésil, à Rio de Janeiro, et qui est dirigée par Dilma Rousseff. Et cette banque met en avant les investissements
dans les pays des BRICS, mais aussi dans d'autres pays qui ne font pas partie ni des BRICS, ni des BRICS+, ni des BRICS Partners. Justement en opposition à l'hégémonie occidentale et particulièrement américaine. C'est que au niveau des BRICS, chacun a une voix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas certains qui pèsent plus que d'autres. Et c'est là justement qui fait aussi une très très grande différence. Que là où vous allez avoir vraiment les États-Unis qui dictent et les autres pays qui suivent, chez les BRICS, c'est tout à fait différent. Les gens discutent, les gens échangent. Et justement, un point super important sur lequel j'aimerais revenir, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est la relation entre l'Inde et la Chine. J'entends très souvent, et on me pose aussi très souvent la question, oui, mais l'Inde et la Chine ne s'entendent pas, ce sont quand même des pays qui sont en guerre, et tinani et tinana. Alors, un point là-dessus. Il y a eu ce week-end, à tes souhaits, l'OSC, l'organisme de coopération de Shanghai, qui est un petit peu le pendant des BRICS, mais plus version sécuritaire. À cet effet, justement, il y a eu un échange extrêmement important entre le ministre des Affaires étrangères indien, le Dr Jaishankar, et son homologue chinois Wang Yi, puis ensuite, image historique puisque ça n'avait plus eu lieu depuis 2019, un échange entre Jaishankar et Xi Jinping. Les relations entre l'Inde et la Chine s'étaient déjà un petit peu réchauffées à l'occasion du sommet de Kazan en 2024, le sommet en Russie, justement suite aux heurts à la frontière tibétaine entre l'Inde et l'armée chinoise. Et on se rend compte vraiment qu'il y a de plus en plus un réchauffement des relations entre ces deux pays. Et là, c'est aussi justement le fait de mettre les gens ensemble, de mettre les gens dans du commerce et non pas dans de la guerre, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profitable à tous les niveaux pour les populations. Finir sur cette note, aussi quelque chose qui me paraît important aujourd'hui d'échanger avec vous, la dédollarisation. Alors, c'est un vaste sujet, on pourra en faire une vidéo et d'ailleurs, donc là, tout de suite, en dessous, dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous aimeriez que j'approfondisse. La dédollarisation, ça a été un grand sujet durant le forum des BRICS, enfin le sommet des BRICS, pardon, de Rio cette année. Le fait est que le pouvoir aux États-Unis a changé en ce début d'année. Et on remarque que Trump a une politique très particulière vis-à-vis du dollar. Je prends par exemple le fait que Trump, en ce moment, est sur le dos de Jerome Powell, le directeur de la Fed, qui donne les taux directeurs en termes d'intérêt et il demande à Jerome Powell de baisser les taux d'intérêt aux États-Unis, justement pour tout un tas de raisons. Comme je vous l'ai dit, je peux rentrer dedans plus en détail si ça vous intéresse. Maintenant, une chose, pourquoi est-ce que les BRICS, justement, gênent Trump au niveau de la dédollarisation? Pourquoi Trump dit-il que les BRICS ont été créés pour la dédollarisation? Je rappelle au passage, Goldman Sachs, c'était pas vraiment la dédollarisation à l'époque. C'est tout simple, c'est que depuis 2023, en fait, des accords qui avaient lieu entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, notons au passage que l'Arabie Saoudite a failli faire partie des BRICS, mais finalement a décliné l'invitation. Ces accords-là sont arrivés à expiration et n'ont pas été renouvelés. Et ces accords stipulaient que si l'Arabie Saoudite vendait du pétrole, il devait le faire automatiquement en dollars. Ce qui faisait que les autres pays au monde qui souhaitaient acheter du pétrole, notamment à l'Arabie Saoudite, mais c'était aussi le cas pour les Émirats Arabes Unis, devaient le faire en dollars. Donc devaient se procurer du dollar. Du coup, le dollar était forcément la monnaie de réserve. Aujourd'hui, on peut dire que le pétrodollar, puisque c'est de là qu'il tire son nom, n'existe quasi plus. Effectivement, l'Arabie Saoudite, tout comme les Émirats Arabes Unis, vendent du pétrole, par exemple, à la Chine en yuan. Et là, justement, ça pose un problème, parce que si votre monnaie est beaucoup moins utilisée dans le monde, forcément, ça coince. Et vu que vous rajoutez par-dessus une dette abyssale de 35 trillions pour les États-Unis actuellement, bon, je n'ai peut-être pas besoin de vous faire le calcul, je pense que vous avez compris. Voilà, donc ça aussi, ça pose problème à Trump. Les corbeaux, c'est cadeau. Trump se dirige plus vers une politique isolationniste de son pays. Avec les tarifs douaniers, il essaie également de ramener l'industrie sur les terres américaines. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours ou en quelques mois. Et on connaît tous la méthode de Donald Trump, je tape fort sur la table et après on discute.
Le souci, c'est que face à lui, il se retrouve avec des gros mastodontes de l'économie. Je prends par exemple pour l'industrie, parmi les 10 puissances, les 10 premières puissances industrielles mondiales, on retrouve trois énormes mastodontes, les RIC, Russie, Inde et Chine. Et justement, ces trois pays-là, à eux seuls, ont tout à fait le pouvoir d'inverser la tendance. Et c'est là que le clash est le plus marquant entre les États-Unis et les BRICS, entre autres, parce que cette industrialisation, ces pays qui se reposent en grande partie sur l'industrie, eh bien, ça fait du tort aux États-Unis. Et ça, Trump le sait. Voilà pourquoi il essaye au maximum de décrédibiliser les BRICS et notamment les membres principaux des BRICS. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher par là ou par là, je ne sais plus, un petit récap de un peu tout ce qu'on a traité aujourd'hui et même d'autres points. Si jamais ces points vous intéressent, laissez-moi un message en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de le détailler. Si ce format vous a intéressé, parce que croyez-moi, ça a l'air simple, mais ça l'est pas. Quand on fait que la voix, c'est facile. Quand il y a aussi la vidéo, c'est une autre chose. Mais si ce format vous a intéressé et si ça vous a plu qu'on discute ensemble de tout ça, même chose, un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Je réponds d'office à chaque fois que vous me laissez un message. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. Et comme le veut la tradition sur Brix Actu, n'oubliez pas, Carpe Diem.